J'ai toujours pensé que rien ne pouvait me surprendre après 73 ans sur cette terre. Jusqu'au jour du mariage de mon petit-fils, un jour de joie, de rire et de promesse d'un nouveau chapitre familial. Mais ce qui s'est déroulé lors de la cérémonie à Maple Grove, dans l'Indiana, allait changer à jamais ma vision de l'amour, de la loyauté et des efforts que certains sont prêts à faire pour un peu plus de place. Tout a commencé ce samedi après-midi-là, le soleil inondait les vitraux de l'église, le genre de lumière qui donne à chacun l'air un peu plus optimiste qu'il ne l'est en réalité. Mon petit-fils, Ben, rayonnait aux côtés de sa femme, Vanessa Carter. Une beauté venue du comté voisin, elle avait conquis le cœur de Ben en un clin d'œil, 3 mois, peut-être moins. Mais c'est comme ça que les jeunes font de nos jours, vite et à fond. Je me souviens avoir averti Ben, l'amour est patient, mon fils. La bonne personne vaut la peine d'attendre. Mais quand les jeunes hommes ont-ils jamais écouté leur grand-père? Pourtant, je voulais faire confiance à son choix, croire en son bonheur. Je me suis même laissé emporter par la musique, les applaudissements et le tourbillon de dentelle blanche tandis que Vanessa lançait son bouquet. Il n'y eut qu'un seul instant, lors de la réception dans le jardin du Country Club, où une ombre me traversa l'esprit, le regard de Vanessa perçant, scrutateur, toujours fixé sur des choses qu'elle n'avait pas méritées. La montre de mon grand-père, le vase en porcelaine de ma défunte épouse et même le trousseau de clés que Ben portait encore pour ma maison de Sycamore Lane. Vanessa n'a pas tardé à venir vers moi. Elle était éblouissante, je l'avoue. Ses cheveux étaient impeccables, son sourire radieux, mais il y avait quelque chose dans sa voix plus froid que la brise printanière. « Grand-père Joe », dit-elle en glissant sa main sur mon bras comme si elle l'avait fait 1000 fois, Ben et moi avons discuté. Ta grande maison? Elle est parfaite pour un jeune couple qui débute. Ça ne te dérangerait pas d'emménager dans un endroit plus cosy, n'est-ce pas? C'est juste, c'est la solution la plus raisonnable. J'ai failli m'étouffer avec ma limonade. Pardon? Elle n'a même pas cligné des yeux. Tu as plus d'espace que nécessaire. Une jeune famille mérite un vrai foyer. Je veux dire, les parents de Ben ont même dit. Je l'interrompis, la patience à bout. Cette maison est chez moi. C'est tout ce qui me reste de ma Marie. Je ne la cède à personne. Son visage est devenu rouge, la colère montant plus vite que je ne l'aurais cru. Elle s'est penchée et a chuchoté, « Tu es juste égoïste, Joe. Pense à ce qui est le mieux pour Ben. Pour nous. » J'avoue, mes mains tremblaient. Mais pas de peur. De rage. Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai dit, « Tu devras te charger de mon cadavre. » Elle a craqué. Et là, au beau milieu de la réception, ma nouvelle petite-fille m'a giflé. Le craquement a résonné, interrompant les rires et la musique, et a paralysé toute la fête. 50 invités se sont retournés, et j'ai vu le visage de Ben se vider de ses couleurs. J'ai vu l'avenir de ma famille brisé, incertain. Mais j'avais vécu trop longtemps pour laisser l'orgueil ou la douleur me faire taire. J'ai pris mon portable et composé un numéro dont je n'aurais jamais pensé avoir besoin. À cet instant, j'ai décidé, si Vanessa pensait pouvoir s'introduire chez moi par la force, elle allait devoir se battre pour sa vie. L'appel a abouti. J'ai parlé doucement, juste assez fort pour que Vanessa entende, c'est le moment. Fais-le maintenant. Elle pâlit, son audace se brisant pour la première fois. Autour de nous, les murmures se répandirent comme une traînée de poudre et Ben se précipita vers nous, le visage confus et embarrassé. « Grand-père, que se passe-t-il? Pourquoi Vanessa? » Avant que je puisse répondre, 2 hommes en costume sombre arrivèrent au portail du jardin. Les têtes se tournèrent. L'atmosphère passa de la fête à l'orage qui se préparait à l'horizon. Et ainsi, le calcul a commencé. On aurait pu entendre une mouche voler lorsque ces 2 hommes grands, larges d'épaules, semblant appartenir à un tribunal plutôt qu'à une garden party, franchirent les grilles en fer forgé du Maple Grove Country Club. Même l'orchestre cessa de jouer, et pendant une fraction de seconde, le seul bruit fut celui du vent qui claquait dans les vieux chênes. Vanessa recula, son visage perdant toute couleur.
Pour la première fois, sa confiance s'évanouit. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, cherchant probablement Ben ou ses parents, mais tout le monde était figé, attendant la suite. Ben m'a finalement rejoint, la confusion se lisant sur son visage. « Grand-père Yo, que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il? Qui sont ces hommes? » Je soutins son regard, calme et posé. « Ben, parfois, la vérité a besoin d'un peu d'aide pour arriver à temps. » L'homme le plus grand, un certain Monsieur Lawson, un détective privé que j'avais discrètement engagé 3 semaines plus tôt, me fit un signe de tête respectueux avant de se tourner vers Vanessa. « Mademoiselle Carter, dit-il, un dossier à la main, il faut qu'on se parle. » Tout de suite. Vanessa essayait de rassembler son ancienne fougue. « Qu'est-ce que c'est que ça? »« C'est mon mariage. » Le partenaire de M. Lawson, un homme grisonnant nommé Green, s'avança. « Pas seulement votre mariage, mademoiselle Carter. On dirait que vous avez planifié quelques petites choses en coulisses. » Il brandit un dossier rempli de papiers et de photos. Le regard de Ben nous observait, blessé et paniqué, luttant pour se contrôler. « Grand-père, qu'est-ce que c'est? » Je posai une main sur son épaule, d'une voix aussi douce que possible. « Ben, je ne voulais pas y croire. Mais je devais te protéger, même si cela impliquait de gâcher cette journée. » Green disposa les preuves sur une table voisine, tournant les pages pour que les invités les plus proches puissent les voir. Des photos de Vanessa et parfois avec Ben, parfois avec un homme complètement différent. Des lettres. Des reçus. Même des SMS que j'espérais n'être que mes propres cauchemars. Tout cela, preuve de mensonges, de secrets et d'un plan pour prendre bien plus que ma maison. Les parents de Vanessa, les Carter, se frayèrent un chemin à travers la foule. Le visage de sa mère était un mélange d'horreur et de rage, tandis que son père semblait préférer être n'importe où ailleurs. « C'est une erreur, » protesta Madame Carter. « Qui êtes-vous pour gâcher le mariage de notre fille? » Lawson parla doucement, « Nous sommes juste là pour que la vérité éclate. » « C'est pour ça que M. Dawson nous a engagés, me fit-il d'un signe de tête. Le visage de Ben pâlit tandis qu'il feuilletait les photos. « Vanessa, qu'est-ce que c'est que tout ça? Qui est cet homme? Pourquoi y a-t-il des messages sur l'argent, la maison de mon grand-père? » Le masque de Vanessa finit par craquer. Elle essaya de rire, mais son rire sortit étranglé. « Ils mentent, Ben. Ton grand-père essaie juste de nous séparer. Il me déteste, il n'a jamais voulu qu'on soit ensemble. » Mais la foule n'y croyait pas. Des voisins que je connaissais depuis 40 ans chuchotaient, de vieux amis secouaient la tête. Le père de Vanessa posa la main sur son bras, mais elle se détourna brusquement, le regard hagard, son voile de mariée de travers. J'ai gardé une voix posée, même si mon cœur menaçait de battre la chamade. Il ne s'agit pas de te détester, Vanessa. Il s'agit d'aimer suffisamment mon petit-fils pour qu'il connaisse la vérité avant de signer un contrat. Elle se jeta sur la table pour tenter d'arracher les photos, mais Lawson l'en empêcha, calme et ferme. Non? On en a des copies. Et c'est là que les dominos ont vraiment commencé à tomber. Paul, le meilleur ami de Ben depuis l'enfance, s'est avancé, son téléphone bien haut. J'ai reçu un message de Vanessa hier soir, me demandant de l'aider à déménager certaines de tes affaires, grand-père Joe. Avant la lune de miel. Elle a dit que tu avais déjà accepté. Mais tu n'as pas accepté, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Non, fiston. Certainement pas? Ben resta silencieux, les larmes aux yeux. Vanessa, pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça le jour de notre mariage? Elle ne répondit pas. Son visage se tordit, non pas de tristesse, mais de fureur d'être démasqué. Lawson s'adressa à la foule d'une voix égale et professionnelle. Je pense que cela suffit pour aujourd'hui. Monsieur Dawson, avez-vous autre chose à ajouter? J'ai regardé mon petit-fils, d'une voix basse mais qui portait malgré le silence. Ben, je t'aime. Je ne pouvais pas rester les bras croisés et te regarder tout perdre ton argent, ta maison,
ton cœur à cause de quelqu'un qui ne s'est jamais vraiment soucié de toi. Pendant un long moment, personne ne bougea. Le mariage était terminé et la vérité, enfin, avait franchi la porte. Pendant quelques minutes, personne ne bougea à Maple Grove. C'était comme si le temps s'était figé dans le jardin, chaque invité pris dans ses propres luttes gêne, curiosité et même soulagement pour certains qui avaient toujours senti que quelque chose clochait chez Vanessa. Le vent faisait bruisser les battants de la tente, et le parfum des roses se mêlait à quelque chose de plus lourd, la vive piqûre de la trahison. Ben restait planté là, à contempler la pile de photos, preuve que son rêve reposait sur des sables mouvants. J'avais mal au cœur pour lui. Quel que soit l'âge de ses enfants ou petits-enfants, on veut toujours les protéger de la laideur du monde. Mais cette fois, c'était moi qui avais levé le voile, révélé à quel point les ténèbres pouvaient être profondes. Vanessa, toujours en robe de mariée, cherchait une issue, mais n'en trouvait aucune. Une part de moi la plaignait, là, le maquillage étalé, le voile tombant, au centre de toutes les conversations pour de mauvaises raisons. Mais une autre part, la plus âgée, la plus sage, savait que parfois, la vie vous donne exactement ce que vous méritez. Paul, le témoin de Ben, posa une main sur l'épaule de son ami. « Allons à l'intérieur, mon pote. Prenons l'air. » Ben hocha la tête, encore sous le choc, mais se laissa guider jusqu'au clubhouse. La foule commença à se disperser, d'abord discrètement, puis par petits groupes. Quelques invités tentèrent de réconforter les parents de Vanessa, mais leurs paroles ne leur furent d'aucun secours. Les Carter avaient cru que leur fille allait entrer dans un futur imaginaire. Maintenant, ils fixaient l'herbe, incapables de croiser le regard de qui que ce soit. Je me suis éclipsé vers le clubhouse, voulant accorder un moment à Ben, mais sachant qu'il aurait bientôt besoin de moi. À l'intérieur, il était assis au bar, la tête entre les mains. Paul se tenait à proximité, silencieux et posé. Je me suis installé sur le tabouret à côté de Ben et j'ai attendu. Au bout d'une minute, il a levé les yeux vers moi, les yeux rouges mais déterminés. « Grand-père, tu n'étais pas obligé de faire tout ça. Tu aurais pu me dire ce que tu avais trouvé. » J'ai secoué doucement la tête. « Ben, tu ne m'aurais pas cru. Parfois, l'amour nous rend sourds et aveugles à la fois. » Il essaya de rire, mais le son resta coincé dans sa gorge. Comment ai-je pu être aussi stupide? Comment ai-je pu ne pas le voir? Ben, ne te culpabilise pas. Elle a trompé beaucoup de gens, pas seulement toi. Je lui serrai l'épaule, fermement et fermement. Mais tu n'es pas stupide. Tu es juste humain. Paul lui tendit un verre d'eau. Tu vas t'en sortir, mec. Mieux vaut le savoir maintenant qu'après qu'elle ait eu la maison et tout ce pourquoi tu as travaillé. Ben parvint à esquisser un faible sourire. C'est ce que tu dis toujours, grand-père. Mieux vaut une dure vérité qu'un doux mensonge. J'ai enfin compris la leçon. Dehors, j'ai aperçu Vanessa dans le jardin, entourée d'un cercle d'amis de plus en plus restreint. Elle avait complètement abandonné son rôle de mariée, fini les sourires mielleux, juste un calcul froid, essayant de sauver ce qu'elle pouvait. Je l'ai vu coincer l'un des détectives privés, d'une voix basse et féroce, mais il n'y avait plus moyen de se cacher. Les preuves étaient dévoilées. La mascarade était terminée. Mon téléphone a vibré, une vieille amie du quartier, Madame Jenkins, était venue au mariage avec son mari. Son message disait « Joe, tu as bien fait. Ben a de la chance de t'avoir. » J'ai ravalé une boule dans la gorge. Parfois, faire le bon choix n'est pas agréable. Parfois, cela semble juste nécessaire. Un peu plus tard, alors que le ciel prenait un soleil de fin d'après-midi doré, Ben se leva. Il se tourna vers moi, la voix plus claire que jamais. « Grand-père, je veux rentrer à la maison. »« Pas chez toi, chez moi. J'ai besoin d'être seul un moment, juste, pour réfléchir. » J'ai hoché la tête. « Bien sûr, Ben. Mais n'oublie pas que tu n'es pas seul. » Jamais. La famille ne disparaît pas quand les choses vont mal. C'est là que nous intervenons. Il m'a serré dans ses bras vraiment,
comme il ne l'avait pas fait depuis son enfance. Puis il est sorti par la porte latérale, Paul à ses côtés, et tous deux ont disparu dans la douce pénombre printanière. De retour au jardin, la fête s'était terminée. Le groupe avait rangé ses instruments, l'équipe de restauration avait chargé ses plateaux, et les invités, eh bien, ils parleraient de ce jour pendant des années. Vanessa avait disparu dans une voiture qui les attendait avec sa mère. Les Carter ne se retournèrent pas. Ce soir-là, je rentrais chez moi sous les premières étoiles, sentant le poids du jour peser sur mes os. J'avais protégé mon petit-fils. Mais j'avais aussi brisé son monde. C'est l'étrange devoir de la famille, faire ce qui doit être fait, même quand ça fait mal. Surtout dans ces moments-là. En montant les marches de mon ancienne maison de Sycamore Lane, je me suis arrêté devant la porte, j'ai regardé les étoiles et j'ai murmuré « Marie, j'espère avoir bien agi envers notre garçon. » J'ai cru sentir une douce chaleur dans la brise nocturne, comme si elle disait « Oui, Joe. Il ira bien. » Mais l'histoire n'était pas terminée. Loin de là. Le lendemain matin, à Maple Grove, je me suis réveillé avec un téléphone qui vibrait sans arrêt. SMS, messages vocaux, même quelques courriels, les nouvelles vont vite dans une petite ville et un scandale encore plus vite. Au petit déjeuner, tout le monde, de mon coiffeur à l'employé de la poste, semblait au courant du mariage qui n'avait pas eu lieu. Je me suis servi un café bien fort et je me suis assis à ma vieille table de cuisine, le soleil éclairant le linoléum délavé. J'ai repensé à toutes les fois où Marie et moi nous étions assis ici, à organiser des anniversaires, à discuter des factures, à partager nos rêves pour l'avenir de Ben. Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour viendrait où je devrais m'interposer entre mon petit-fils et un chagrin si profond qu'il aurait pu le détruire. J'ai reçu un message du pasteur Williams, « Joe, je prie pour toi et Ben. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. » J'ai apprécié ta gentillesse, mais ce dont j'avais vraiment besoin, c'était de temps, du temps pour que Ben pense ses plaies, du temps pour que nous puissions tous reprendre notre souffle. À midi, je ne pouvais plus m'empêcher de rester en ville. Je me suis rendu sur Main Street pour faire mes courses, la tête haute. La plupart des gens m'ont salué avec respect en un hochement de tête, une petite tape dans le dos. Certains m'ont présenté des condoléances gênées, tandis que d'autres, ceux qui appréciaient les ragots, se contentaient d'observer, attendant de voir si j'allais en dire plus. Je ne l'ai pas fait. Il vaut mieux laisser certaines histoires s'effacer d'elles-mêmes. Devant la quincaillerie, je suis tombé sur Sam Harris, l'un des anciens professeurs de Ben. Joe, m'a-t-il dit, a entendu ce qui s'est passé. Ben est un bon garçon. Il va s'en remettre. J'ai hoché la tête, reconnaissante de la simplicité des mots de samedi. Ni reproche, ni honte, juste une foi sereine en la force de mon petit-fils. Ce soir-là, Ben a appelé. Sa voix était plus posée, mais fatiguée. Grand-père, j'ai beaucoup réfléchi. Je repasse tout dans ma tête, me demandant comment j'ai pu passer à côté des signes. Je l'ai laissé parler. Parfois, c'est tout ce dont un homme a besoin, laisser sa douleur s'exprimer, petit à petit. Il m'a posé des questions sur le passé, sur comment j'avais su que Marie était la bonne, sur la durée de l'amour. Je lui ai dit la vérité, pure et simple, l'amour dure, Ben, mais seulement s'il est fondé sur l'honnêteté. La prochaine fois. Fais confiance à ton instinct. Si quelque chose ne va pas, c'est généralement le cas. Ben n'a pas pleuré, mais j'ai entendu le soulagement dans sa voix quand il a finalement dit « Merci, grand-père. » Pour tout. Je vais m'en sortir, promis. Et je l'ai cru. Les jours se sont transformés en une semaine. Les conversations en ville ont continué, match de ligue mineure, vente de gâteaux à l'église et spectacle de printemps du lycée. La vie a toujours tendance à avancer, malgré la profondeur des cicatrices. Ben est resté le plus souvent seul, mais il a repris le travail, s'est remis à courir le soir, et m'a même rejoint pour dîner quelques soirs discrètement, sans grande discussion, juste pour être ensemble. Un soir, alors que nous étions assis sur mon porche, Ben s'est tourné vers moi et m'a demandé « Penses-tu qu'elle m'a jamais aimé ?»
J'ai réfléchi à ma réponse. Peut-être, à sa façon. Mais sa façon de faire ne te convenait pas. Tu mérites un partenaire, pas un chef de projet. Quelqu'un qui te veut, pas ce que tu peux lui donner. Il rit doucement, un vrai rire cette fois. Tu as toujours le don de remettre les choses en perspective. Plus tard dans la semaine, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait un court mot écrit d'une écriture tremblante. Monsieur Dawson, je suis désolé pour toute la douleur que j'ai causée. Je me suis laissé emporter par ce que je croyais désirer, l'argent, une grande maison, l'idée d'une vie parfaite. J'ai perdu de vue l'essentiel. J'espère que vous et Ben pourrez me pardonner un jour. Vanessa. J'ai longuement contemplé ces mots. Je ne savais pas si le pardon était possible, pas encore. Mais peut-être, la compréhension l'était. J'ai glissé le mot dans mon tiroir et me suis servi un autre café. Parfois, le mieux qu'on puisse faire, c'est d'avancer un pas, un jour, un lever de soleil à la fois. Le printemps s'est installé à Maple Grove et, petit à petit, le monde s'est reconstruit. Ben est revenu dîner dimanche et cette fois, il avait amené son chien d'enfance, Max. Nous avons fait griller des hamburgers à l'arrière, raconté de vieilles anecdotes et ri de choses qui n'avaient rien à voir avec le chagrin ou le scandale. À la tombée de la nuit, Ben se tenait près de la clôture et observait le jardin où il jouait enfant. « Grand-père, dit-il, as-tu déjà regretté quelque chose? » J'y ai réfléchi un instant, puis j'ai souri. Peut-être quelques petites choses. Mais jamais protéger ceux que j'aime. Jamais ça. Il hocha la tête, la tristesse commençant enfin à disparaître de son regard. Moi aussi. La tempête était passée. Les blessures se cicatrisaient. Et dans la lumière dorée du soir, je savais que notre famille, changée, mais intacte, survivrait. On apprend beaucoup sur les gens après une tempête. Ceux qui appellent. Ceux qui déposent discrètement une tarte sur votre porche. Et ceux qui tournent le dos et font comme si de rien n'était. Mais surtout, on apprend à se connaître soi-même, de quoi on est fait, jusqu'où vont ses racines. Pour Ben, les premières semaines après le mariage manqué furent les plus difficiles de sa vie. Mais chaque lever de soleil lui apportait un peu plus de paix, et chaque coucher de soleil lui permettait d'apaiser un peu plus cette vieille douleur. Un samedi matin, Ben m'a fait la surprise d'arriver avec une tasse de café noir, comme j'en avais envie, et un journal sous le bras. « Grand-père, a-t-il dit, allons faire un tour en voiture. » C'est ce que nous avons fait. Au-delà des limites de la ville, dans les terres agricoles vallonnées où mon père m'avait appris à pêcher. L'air sentait le trèfle et la terre fraîchement retournée. Nous n'avons pas parlé de Vanessa, ni de rêves brisés. Nous avons parlé des Cubs, de la météo, de la façon dont les routes de campagne semblaient de plus en plus sinueuses au printemps. C'était la vie, tout simplement, et je voyais dans l'attitude de Ben, dans son sourire, que quelque chose s'améliorait. Une semaine plus tard, j'ai remarqué que Ben parlait de nouveau avec ses amis et qu'il rencontrait même quelques nouveaux visages au restaurant. Il avait commencé à faire du bénévolat au refuge pour animaux, une activité qu'il avait toujours adorée, mais pour laquelle il n'avait pas trouvé le temps depuis des années. Un après-midi, il est passé chez moi, la chemise couverte de poils de chien, riant pour la première fois depuis longtemps. « Tu sais, grand-père, je crois que Max et moi pourrions adopter un nouveau chiot. Donne-lui quelqu'un avec qui jouer. » C'est l'esprit, dis-je en souriant. Parfois, un nouvel ami, c'est exactement ce dont on a besoin. Mais alors que la vie semblait reprendre son rythme paisible, une autre ondulation vint troubler les temps. Un soir, tard, j'ai reçu un appel d'une vieille voisine, Madame Taylor. Sa voix tremblait. « Joe, je regrette de te déranger, mais, eh bien, as-tu parlé à ta cousine Ruth récemment? » Je ne l'avais pas fait. Ruth et moi avions grandi ensemble dans la ville voisine, mais le temps et la distance avaient mis à rude épreuve nos liens. Madame Taylor hésita, puis dit, « Elle a des problèmes, Joe. Des problèmes familiaux. Elle a demandé de tes nouvelles. Tu pourrais peut-être la contacter? » Ce soir-là,
j'étais assis à ma table de cuisine, le téléphone à la main, luttant contre une vieille culpabilité. Ruth et moi nous étions éloignés après une dispute à propos d'une histoire d'héritage, 10 ans plus tôt. Cela me semblait tellement ridicule maintenant, après tout ce que Ben et moi venions de vivre. J'ai composé son numéro, m'attendant presque à ce qu'elle ne réponde pas. Mais elle le fit, la voix fatiguée mais pleine d'espoir. « Joe? C'est vraiment toi? » Nous avons parlé pendant près d'1 heure de son fils, Danny, qui avait eu des ennuis à Chicago, de sa santé, de ses regrets. Je l'écoutais, lui offrant tout le réconfort possible. « Tu fais toujours partie de la famille, Ruth. Ça ne changera jamais. » Elle soupira. J'aurais aimé m'en souvenir plus tôt. Le lendemain, Ben a remarqué que j'étais un peu plus calme que d'habitude. Au dîner, il m'a demandé « Tout va bien, grand-père ?» Je lui ai parlé de Ruth, des erreurs et des secondes chances. Il m'a écouté en hochant la tête. « On dirait qu'elle a besoin de toi, grand-père. » Tout comme moi. Ces mots m'ont marqué. J'ai pensé à quel point j'avais failli perdre Ben à cause de quelqu'un qui ne valorisait pas sa famille, et à l'importance de préserver ses liens, aussi fragiles soient-ils. Ce week-end-là, Ben et moi sommes allés chez Ruth. Elle nous a accueillis sur le porche, les larmes aux yeux. Pour la première fois depuis des années, nous étions réunis en famille, nos vieilles blessures étant reconnues, mais sans laisser la place à l'envenimation. Ben a même proposé d'aider Danny à trouver un emploi au refuge et Ruth a promis de venir plus souvent à Maple Grove. Plus tard, sur le chemin du retour, Ben m'a lancé un regard avec un petit sourire. « Tu sais, grand-père, peut-être que la famille, ce n'est pas toujours bien faire les choses. C'est peut-être toujours revenir. » Je lui ai serré l'épaule. « C'est la chose la plus vraie que j'ai entendue depuis longtemps, fiston. » Alors que le printemps laissait place à l'été, j'ai vu mon petit-fils reconstruire sa vie, brique après brique, jour après jour. Il avait appris à ses dépens que ceux qui disent « je t'aime » ne le pensent pas tous. Mais il avait aussi appris quelque chose d'encore plus important, que le véritable amour, celui qui traverse les tempêtes, pardonne les erreurs et est présent même dans la douleur, est ce qui fait d'une maison un foyer. Et dans mon cœur, je savais que Marie serait fière. Mais il restait encore un chapitre à parcourir, un test final de la force de notre famille et une chance de prouver, une fois pour toutes, que les liens qui nous unissent sont plus forts que n'importe quelle tempête. En juillet, les journées à Maple Grove étaient longues et ensoleillées, mais une tempête se préparait, je la sentais jusqu'au plus profond de moi. C'est Danny, le fils de Ruth, qui l'a apporté à notre porte. Un mardi soir, alors que le soleil disparaissait derrière les silos à grains, j'ai entendu une voiture s'approcher de mon allée. Ben et moi terminions notre dîner, poulet frit. Maïs sucré, rien d'extraordinaire. La porte moustiquaire a claqué et Danny est entré, l'air épuisé et nerveux, sa veste de ville contrastant fortement avec mon vieux papier peint à fleurs. « Uncle Joe, a-t-il lâché, j'ai des ennuis. » Il était encore jeune, la vingtaine, plein de rêves de grande ville, mais je voyais la peur se lire sur son visage. Ben le salua et lui offrit un soda frais. Danny le prit, les mains tremblantes. Je ne savais pas où aller. Il nous a tout raconté, un usurier à Chicago, de l'argent qu'il ne pouvait pas rembourser, des menaces contre sa mère. Il avait essayé d'échapper à ses problèmes, mais les ennuis arrivent vite. Ruth, fière comme toujours, ne nous avait pas raconté le pire, mais l'histoire de Danny a comblé les lacunes. Pendant 1 minute, personne ne parla. Ben fut le premier à rompre le silence. « On trouvera une solution, Danny. On est tous ensemble. » Ces mots ont allumé quelque chose dans les yeux de Danny, de l'espoir, peut-être, ou simplement du soulagement. J'ai rapproché ma chaise. « Tu as fait un désastre, fiston. Mais tu as bien fait une chose, tu es rentré. Maintenant, on va faire un plan. » J'ai contacté mon vieil ami Frank Howard, le shérif de la ville. Il m'avait aidé à traverser plus d'une crise. Frank est arrivé ce soir-là, a écouté l'histoire de Danny et a hoché la tête.
Mon fils, tu n'es pas le premier à faire des erreurs, mais tu ne peux pas continuer à fuir. Je vais passer quelques coups de fil pour voir si on peut te trouver des conseils juridiques. Mais tu dois être honnête, finis les secrets. Pendant que Frank téléphonait depuis le porche, je discutais tranquillement avec Ben. C'est ça, la famille, ai-je dit. Se soutenir les uns les autres. Même dans les moments difficiles. Ben hocha la tête, le regard pensif. J'ai appris ça de toi, grand-père. Plus tard, quand la maison fut silencieuse, Danny s'approcha de moi. Pourquoi m'aides-tu? Je te connais à peine, et je n'ai apporté que des ennuis. Je l'ai regardé dans les yeux, aussi impassible que jamais. Parce que tu es le fils de Rhys, et Ruth fait partie de la famille. Ça fait de toi aussi une famille. Ici, on ne se détourne pas quand les choses se corsent. Danny déglutit difficilement. Je veux arranger les choses, Uncle Joe. Vraiment. Le lendemain matin, nous nous sommes tous assis autour de la table et avons élaboré un plan. Danny se rendrait, affronterait ses dettes et la justice, avec le soutien de sa famille. Ruth est arrivée, le visage marqué par l'inquiétude, mais reconnaissante, et ensemble, nous avons promis à Danny qu'il ne partirait pas seul. Frank a tenu parole et a trouvé un avocat pour prendre en charge le dossier de Danny à un tarif réduit. Le refuge a même proposé à Danny un emploi à temps partiel, l'aidant à s'occuper pendant qu'il réglait le problème. Mais tout le monde en ville n'était pas prompt à pardonner. Au restaurant, j'ai entendu des murmures. La vieille Madame Kincaid mettait en garde ses amis contre ces citadins qui sèment le trouble. L'espace d'un instant, j'ai ressenti une pointe d'orgueil. Ma famille, à nouveau sujet de commérage. Ben l'a vu aussi. Un soir, alors que nous rentrions du refuge, il m'a dit « Tu en as jamais assez d'être celui qui doit pardonner, grand-père ?» Parfois, j'ai juste envie de me couper de tout le monde. Je lui ai posé une main sur l'épaule. Pardonner, ce n'est pas se laisser marcher sur les pieds. C'est choisir qui on veut être, quoi qu'on fasse. Il y réfléchit un long moment. Même après ce qui est arrivé à Vanessa? Avec tout ça? Surtout après ça, ai-je répondu. Chaque tempête laisse derrière elle un peu d'amertume. Mais si on la laisse s'installer, on oublie vite ce qu'est la gentillesse. Peu à peu, Ben comprit. Il cessa de s'inquiéter des murmures et commença à se concentrer sur son travail, aider Danny, rétablir la confiance avec Ruth, réparer les petits objets chez moi qui semblaient toujours tomber en panne au moment où on en avait le moins besoin. La date d'audience de Danny est passée. Il a plaidé coupable à certains chefs d'accusation, mais comme il s'est rendu, le juge a été clément. Il paierait des dommages et intérêts, effectuerait des travaux d'intérêt général, mais il resterait avec nous et aurait une vraie chance de prendre un nouveau départ. Ce soir-là, notre famille était assise sur la véranda, moi, Ben, Ruth, Danny, et même le vieux Max qui ronflait à nos pieds. Les lucioles clignotaient dans l'obscurité et j'ai réalisé. Nous avions survécu à une autre tempête, non pas parce que nous étions parfaits, mais parce que nous avions choisi de nous serrer les uns contre les autres. Tandis que Ben nous versait de la limonade, il leva son verre. « À la famille, dit-il d'une voix pleine et posée. Ceux avec qui on est et ceux qu'on rencontre en chemin. Et dans la douce chaleur de cette nuit d'été, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix et la certitude que, quoi qu'il arrive, nous y ferions face ensemble. Mais comme la vie l'a voulu, une autre surprise nous attendait juste au coin de la rue. L'été à Maple Grove touchait à sa fin avec ses soirées dorées qui font oublier l'hiver. La ville se calmait enfin, les ragots s'étaient estompés, et notre maison de Sycamore Lane ressemblait à nouveau à un véritable foyer. Ruth avait décidé de rester un peu plus longtemps, son rire égayait la cuisine, son aide au jardin me tenait en haleine. Danny, malgré tous ses faux pas, se ressaisissait, un peu plus confiant chaque jour qui passait. Eh bien, Ben nous a tous surpris. Environ un mois après l'audience de Danny, il a ramené à la maison une jeune femme nommée Amery. Elle était d'abord discrète, avec un sourire qui me rappelait les fleurs sauvages au printemps.
Émilie travaillait à la bibliothèque locale, adorait les animaux et avait une patience à toute épreuve. Ils n'ont pas précipité les choses. Ben y est allé doucement cette fois-ci, pas de romance éclair, pas de demande en mariage précipitée. Juste de longues promenades au parc, des dîners du dimanche en famille et des moments de lecture tranquilles sur le porche. En les observant ensemble, j'ai perçu chez Ben un bonheur différent, un bonheur solide et durable, fondé non pas sur l'excitation, mais sur la confiance et la douceur. Un dimanche après-midi frais, alors que nous étions tous assis dehors avec de la limonade et une tarte, Emery aidait Ruth à tricoter tandis que Dan y lançait une balle à Max. Ben, assis à côté de moi, observait la scène avec une satisfaction silencieuse. « Je n'aurais jamais cru revivre ça, grand-père, dit-il. Après Vanessa, après tout ça, je me suis dit que j'avais laissé passer ma chance. » Je lui ai tapoté la main. Les secondes chances, c'est le secret de la vie, Ben. Le tout, c'est de les reconnaître quand elles se présentent. Il hocha la tête, pensif. Comment grand-mère et toi saviez-vous que vous survivriez? Toutes ces années, toutes ces tempêtes? J'ai souri en pensant à Marie, les mains dans la farine, son rire à mes blagues catastrophiques. On ne l'a pas toujours su, fiston. Mais on s'est fait une promesse, rester ensemble, quoi qu'il arrive. On s'est choisi, encore et encore. C'est ça, l'amour. Émilie sourit à Ben, de l'autre côté de la table, le regard chaleureux. À cet instant, j'ai vu l'avenir s'étendre incertain, certes, mais plein d'espoir. Un nouvel amour, de vieilles racines et une famille plus forte malgré tout ce qu'elle avait enduré. Cet automne-là, Ben et Emery ont aidé Ruth à emménager dans un petit appartement à proximité. Danny a conservé son emploi au refuge et, pour la première fois depuis des années, je l'ai entendu parler des cours du soir au collège communautaire. Je l'aidais à faire ses devoirs certains soirs, et il m'a aidé à réparer les marches grinçantes du porche qui rendaient Marie folle depuis des décennies. Notre petite famille, reconstituée par le destin et nos choix, avait appris à surmonter les épreuves. Nous gardions des cicatrices, mais elles nous rappelaient ce à quoi nous avions survécu. Un soir, alors que les feuilles prenaient des teintes rouges et dorées, nous nous sommes réunis pour un repas simple. Ruth a récité le Bénédicité d'une voix ferme et pleine de gratitude. Après cela, Ben s'est levé et s'est éclairci la gorge. « Je veux juste te remercier, grand-père. Pour tout, pour ne pas m'avoir abandonné, pour m'avoir appris l'essentiel. J'ai regardé autour de moi les visages que j'aimais. C'est à ça que servent les grands-pères, Ben. À te rappeler que la maison n'est pas un lieu, mais les gens qui te soutiennent, même dans les moments difficiles. » Alors que le soleil se couchait sur Maple Grove, j'ai senti la présence de Marie dans le vent léger et les rires discrets de ma famille. Je savais qu'elle serait fière, non pas parce que nous étions parfaits, mais parce que nous avions tenu nos promesses, que nous nous étions soutenus mutuellement et que nous avions retrouvé l'espoir après la tempête. Et tandis que je regardais Ben marcher main dans la main avec Emery dans l'allée du jardin, j'ai réalisé que chaque fin n'est en réalité qu'un nouveau départ. Notre histoire familiale, comme toutes les plus belles, n'était pas une histoire de facilité. Il s'agissait de s'accrocher, de lâcher prise et de recommencer. Et c'est là, je pense, la véritable signification du mot « chez soi ».